Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture, puisque j'ai 8 livres à vous présenter. Oui, j'ai un petit peu carburé pendant mes vacances, donc j'ai de quoi vous faire un point lecture assez conséquent. Le premier livre dont je vous parlerai, il s'agit de My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix, paru chez Milan. On reste dans l'ambiance d'Halloween avec Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland, paru chez Rajo. J'enchaînerai avec Les Autodafeurs, le tome 3 de Marine Carteron, paru chez Rouergue. Tant qu'à faire, on va continuer avec les incrustations d'écran avec Sous-sol, paru chez Sarbacane. Et je suis désolée, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Et comme je suis une booktubeuse en carton, je n'ai pas mon téléphone à proximité. Donc tant pis, ce sera avec la couverture. Vous verrez le nom de l'auteur. Et enfin, on va passer au livre physique que j'ai ici. Je vous parlerai du Tribut des Dieux, le tome 1 Octavia de Blaine Guillou, paru chez Hachette. On continuera avec le tome 1 avec Les Anges Mécaniques, le tome 1 L'Appel de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream Éditeur. Toujours un tome 1 avec La Malédiction de l'Ours, la saison 2 de Polar Vert de Thierry Colombier, paru chez Milan. Je continuerai ensuite avec La Maison Chapelier, le tome 2 La Société Secrète de Tamzin Mercante, paru chez Gallimard Jeunesse. Et je vous ai dit 8 livres, mais en fait il y en a un 9e puisque celui-ci je l'ai fini ce matin. La Forêt des Disparus de Jun Hur, paru chez Bayard. Donc 9 livres. Il va falloir que je me bouge les fesses. On va commencer tout de suite avec My Best Friend's Exorcism, que j'ai lu parce que on est à la période d'Halloween et je pensais que ce livre était parfait pour Halloween. Je ne me suis pas trompée puisque il y a quelques scènes qui sont assez gore, glauques, dégueulasses, clairement. Je n'ai pas vu l'adaptation encore sur Prime. Je me le ferai, je pense, mais je vais attendre d'être toute seule, que Julien ne soit pas dans les parages parce que bon, vu le livre, l'adaptation risque d'être un peu dégueu. Dans ce roman, on remonte quelques années en arrière, puisqu'on est dans les années 90, il me semble, début des années 90, et on suit une jeune fille qui est un petit peu rejetée dans sa classe. Elle subit un petit peu du harcèlement. La preuve en est que ce livre s'ouvre sur une scène où elle veut fêter son anniversaire, elle invite tous ses camarades d'école, de classe, et qu'au final, il n'y a personne qui vient, puisque une autre de ses camarades a invité tout le monde à une sortie poney. Donc ça peut pas rivaliser avec son anniversaire à la salle de roller, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et finalement, il n'y en a qu'une qui vient, c'est Gretchen. Et c'est un peu la fille un peu bizarre de la classe, et finalement une grande amitié va naître entre ces deux filles, à la vie à la mort on va dire. Et quelques années plus tard, quand il va y avoir des choses étranges qui vont se passer dans leur entourage, et ben ces deux filles vont rester soudées ou pas. Parce que si la meilleure amie se révèle être possédée, c'est un peu compliqué. Bref, c'est une histoire de possession, vous l'avez compris, au début on sait pas trop, on sait pas vraiment par quoi est possédée la fille, est-ce qu'elle est vraiment possédée, on se pose pas mal de questions en se disant oui, bon, les personnages sont tous assez spéciaux je trouve, ils ont un rapport à l'amitié assez particulier. Voilà, c'est un groupe de 4 ou 5 filles, je sais plus, mais bon voilà, elles se font des crasses, elles se font... ouais, je sais pas, c'était assez spécial, hein, clairement, c'est pas ma conception de l'amitié. Mais plus on va vers la résolution, plus on va vers la fin du livre, et plus on est dans cette ambiance glauque à souhait, vraiment. Et on a une grande scène d'exorcisme. En même temps, on s'y attendait. Et je l'ai trouvé nickel. Il y a eu des scènes avant qui, je vous l'ai dit, sont vraiment dégueulasses. Mais vraiment, je pense que je m'en rappellerai à vie de ces scènes. C'est pour ça que j'hésite à voir le téléfilm, parce que je me dis que si c'est retranscrit à l'écran, mon imaginaire va plus être si imaginaire. Je sais pas si vous voyez le truc. Bref, si, c'est plutôt bien fait. Et on aborde aussi pas mal la thématique de la religion, puisque un exorcisme c'est fait par normalement un prêtre.
Voilà, il y a toute cette question de la religion où normalement Dieu expulse le démon, bref, voilà. Et les filles sont dans une école catholique, donc ça c'est vraiment tourné autour de la religion, donc si vous avez un peu peur de ça, évitez peut-être. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté complètement farfelu et complètement humoristique, où on désacralisait un petit peu tout ça, et où bah du coup l'exorciste qui va être appelé pour faire l'exorcisme de Gretchen, c'est un homme qui est pas du tout religieux, qui fait partie d'une troupe de théâtre un peu étrange, qui va dans les lycées pour porter la parole de Dieu, etc. Mais super chelou, et puis c'est des bodybuilders, bref, on est dans un côté complètement décalé, et là du coup bah, ça tournait un peu en ridicule toute la religion. Donc voilà, si vous avez peur d'un côté un peu trop religieux, un peu trop sérieux, bah finalement ça désacralise quand même pas mal les choses. Donc j'ai passé un bon moment, l'ambiance était présente, donc pour Halloween ce livre était nickel. On continue avec un livre parfait pour Halloween avec les sœurs Hollow. Je l'ai lu lors de mon séjour chez Marilyn. Voilà, Marilyn me l'a mis dans les mains et m'a dit vas-y, il est super. Et bah écoutez, je me le suis lu sur les quelques jours où nous sommes restés chez Marilyn. C'est pour ça que je peux pas vous le présenter en vrai puisque je ne l'ai pas, je l'ai laissé chez Marilyn. Et j'ai passé un très bon moment, ça a été une très bonne surprise parce que c'est hyper addictif. C'est une histoire un peu étrange, encore une fois, très mystérieuse. On se pose beaucoup de questions. En fait, on va suivre les sœurs Hollow qui ont disparu quand elles étaient plus jeunes. Je crois qu'elles avaient 7, 9 et 11 ans. Je crois que la plus âgée avait 11 ans. Elles ont disparu pendant tout un mois. Elles ont disparu dans une rue passante. Elles étaient avec leur famille, elles marchaient et d'un seul coup elles se sont évaporées. On ne les a plus vues. Et elles ont réapparu 31 jours plus tard dans cette même rue. Alors complètement nues, avec des particularités physiques qu'elles n'avaient pas, des yeux complètement noirs. Au fur et à mesure du temps, leurs cheveux bruns sont devenus blancs blonds. Et puis il y a d'autres petites choses comme ça où celles qui avaient perdu des dents de lait se retrouvent avec toutes leurs dents. Bref, des choses hyper étranges. Et on va suivre ces sœurs Hollow bien des années plus tard. L'aînée des sœurs Hollow va à nouveau disparaître et donc ces sœurs vont se mettre à sa recherche pour essayer de découvrir ce qui s'est passé finalement il y a 10 ans. Est-ce que ça a une incidence sur maintenant? Est-ce que leur sœur a de nouveau disparu à cause de ce qui s'est passé il y a 10 ans? Bref, voilà. Il y a toute une intrigue et c'est très bien construit parce que au fur et à mesure, on a envie de savoir, on a envie de comprendre. On nous dévoile quelques petits éléments et puis au fur et à mesure, voilà, ça fait quelque chose de très addictif. Et j'ai trouvé qu'on était dans une thématique pas forcément originale parce que je l'ai déjà vue en littérature, mais plus poussée que ce que l'on voit d'habitude. C'est une thématique connue. Quand on va vous donner le terme par rapport aux sœurs Hollow et ce mystère qui les entoure, ça va vous dire quelque chose. Sauf que là, c'est beaucoup plus poussé et c'est beaucoup plus précis. C'est pas une simple idée, une vague idée, non, c'est quelque chose de plus précis et c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé découvrir tout cet univers, découvrir tout ça par les yeux des sœurs Hollow et c'était très très chouette. Vraiment encore un super roman d'ambiance pour la saison d'Halloween. Oui, Halloween est passé, mais on peut continuer à lire des romans un petit peu horrifiques. Allez, on passe à toute autre chose avec le tome 3 des Autodaffer. J'ai terminé cette saga. Finalement, elle m'aura pas fait long feu. Je crois qu'en 2 mois, j'ai lu les 3 tomes. Et c'était génial. J'adore cette saga. J'ai un coup de cœur pour cette saga, en fait. Clairement, pris un par un, j'ai pas eu de coup de cœur pour un tome. Mais la saga en général a été une très très belle découverte et un coup de cœur pour moi. Je regrette de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir le prêter parce qu'en général les livres que j'aime je les prête à tout va. Là je l'ai pris à la bibliothèque donc voilà, je n'ai pas les livres mais c'est une saga que je vais je pense distribuer. Voilà, je vais donner mes conseils pour dire lisez cette saga parce que il y a tout ce que j'aime, il y a un côté fantastique, il y a un côté drôle.
humoristique, surtout avec Césarine, qui est la petite sœur de 7 ans de Auguste. Et Césarine, mais elle est à mourir de rire, cette gamine, je l'adore. Et encore, alors elle est autiste, donc elle ne voit pas les choses comme nous. Elle prend tout au premier degré, c'est ça hein, qui a des situations assez cocasses. Mais elle a un côté très sérieux, et comme elle a un problème, si vous voulez, avec son ressenti, elle ne sait pas ce qu'est être joyeuse, heureuse, malheureuse. Voilà, elle se développe, et au fur et à mesure on la voit grandir, et on la voit prendre conscience de tous ces sentiments qui font qu'un être humain est un être humain. Et c'était trop chouette cette évolution. Et donc on est dans un roman fantastique où on découvre une société secrète qui est là pour protéger les livres, pour protéger la culture, pour protéger les secrets, l'histoire des autodafeurs qui eux cherchent à annihiler et à reformater un petit peu l'histoire dans leur sens. Bref, ouais, c'était très très chouette. Beaucoup d'amour pour cette saga. Donc si vous n'avez pas découvert cette saga, je ne peux que vous la conseiller. On va passer à Sous-sol, qui est un roman post-apo où nous allons suivre une famille qui se retranchait dans le sous-sol de sa maison après une catastrophe. On sait que une guerre a éclaté, que... En fait, on sait ce qu'on nous en a dit. On est comme cette famille, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait que dès les premières minutes du conflit, ils se sont enterrés dans leur sous-sol, ils n'y remontent jamais. Il n'y a que le père de famille qui monte à la surface pour cultiver un petit peu les légumes, pour nourrir sa famille, etc. Mais pour la mère et les deux filles, eh bien, on vit dans un huis clos total dans ce petit roman qui fait 150 pages, hein, donc il est très très court. Mais je pense qu'il fallait pas plus, sinon je pense qu'on aurait vite tourné en rond. Donc voilà, on voit le quotidien de cette famille, on voit leurs interrogations, leurs questionnements sur ce qui se passe en dehors, et est-ce qu'ils vont être obligés de sans cesse rester dans ce sous-sol? Est-ce qu'il n'y a aucune possibilité de sortir? Bref, voilà, ça tourne dans leur tête, il y a tous ces questionnements, et puis au fur et à mesure on voit les filles grandir, et les filles qui sont en âge de se poser aussi beaucoup plus de questions. Une fille qui va avoir ses premières règles, donc qui rentre dans l'âge adulte, et qui se questionne en se disant est-ce que donc nous sommes les élus, nous sommes censés repeupler le monde, etc. Est-ce qu'il y a d'autres élus? Est-ce que nous sommes les seuls? Bref, voilà, c'est un court récit qui vous parle de tous ces questionnements, toute cette problématique, et pas que, puisque à la fin de ce roman nous sortons du sous-sol, nous voyons ce qu'il y a à l'extérieur, et en fait c'est tout l'intérêt du roman, donc je ne vais pas vous en dire plus. Sachez simplement que c'est un post-apo, c'est un huis clos assez oppressant, parce que ces jeunes filles, eh ben, il y a la petite fille qui ne se rebelle pas, qui pense et qui croit tout ce que son père dit, et puis il y a l'autre fille qui commence à se rebeller, qui commence à grandir, à être une femme, et qui remet en cause pas mal de choses, et il y a la mère qui, elle, dans son coin, ne sait pas où se placer entre son mari et ses filles. Cette mère qui va avoir plusieurs grossesses, parce qu'il faut repeupler, hein, donc son mari se charge de vouloir repeupler la planète. Mais voilà, cette femme qui s'enfonce dans la dépression, qui s'enfonce dans l'horreur de la perte d'enfants, de la mort, bref, voilà, c'est très oppressant comme roman, mais j'ai trouvé que voilà, c'est une thématique qui est plutôt intéressante, qui pose questionnement, qui va interpeller, je pense. Donc c'était pas une mauvaise lecture, mais c'est vrai que même s'il y a que 150 pages, on tourne un petit peu en rond, et puis c'est un huis clos, donc on reste cantonné à quelque chose, mais non, c'était sympa à lire, voilà. Je l'ai mis dans mes 25, parce qu'il est court et que je me dis, je l'ai déjà lu, ce sera déjà ça de moi à lire pour le PLIB.
Allez, on continue avec un tome 1, avec le Tribut des Dieux. Donc moi j'ai la version ENC, puisque aux Imaginales, j'ai récupéré cette version-là d'une partenaire Hachette. Donc je suis très contente d'avoir pu découvrir ce roman. Alors, c'est assez particulier. On est dans un roman où nous apprenons que les dieux ne sont pas immortels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dieu qui va veiller sur vous toute votre vie, toutes les vies, des millénaires, etc. Non, il y a un dieu qui se renouvelle tous les 100 ans. Ce dieu-là choisit son héritier pour lui succéder. Et une fois qu'il a accompli ses 100 ans de Dieu, il revient sur Terre, il redevient un humain, et sa vie s'écoule comme avant. Bien sûr, il est plus puissant, c'est un puissant magicien, mais il ne révèle pas aux autres que la fonction de Dieu peut leur être acquise au bout, voilà, s'ils sont repérés par un dieu. Bref, voilà, c'est une particularité, et nous sommes à l'académie, une école qui forme les futurs magiciens, et on va suivre Octavia qui, elle, recherche un petit peu à faire revivre sa famille, puisque un terrible incendie a tué ses mères et son frère, et l'a laissée seule survivante, et elle cherche à acquérir de la magie pour faire revivre ses parents. Sachant qu'elle ne sait pas si c'est possible, mais bon, elle cherche à tout prix à convoquer un dieu pour l'obliger à faire revivre ses parents. Et puis, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'après on part sur toute autre chose, une secte qui cherche à atteindre les dieux, ce secret ancestral comme quoi les dieux ne sont pas immortels, qui s'évente au sein de cette secte. Bref, voilà, il y a pas mal d'imbrications là-dedans. C'était sympa, mais Octavia est juste quelqu'un d'insupportable. Son personnage, je l'ai très peu aimé, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que Bleuhen a tout fait pour que cette fille soit complètement antipathique, ce que je peux comprendre, hein, et puis ce que j'ai compris, et oui, elle est très très antipathique, donc si vous voulez, c'est pas hyper agréable de la suivre, mais heureusement elle sait s'entourer de personnages qui sont plus sympathiques, de personnages qui sont plus mystérieux aussi, qui relèvent de quelque chose de... Oui, on a les réponses, on sait qui ils sont au final, mais c'est vrai qu'au début, on se pose pas mal de questions. On alterne entre suivre ces personnages de l'académie, ces ados de l'académie, et on suit des dieux durant leur règne. Donc un dieu qui vient juste d'accéder au pouvoir et qui se pose pas mal de questions, et puis sa relation avec la terre, etc. Donc en soi, c'est bien construit, c'est juste le personnage d'Octavia qui m'a un petit peu tapé sur le système. Mais bon, voilà, si j'ai l'occasion, je lirai le tome 2 avec grand plaisir, puisque le tome 2 se passe 15 ans après ce tome 1. Je vous parle ensuite des Anges Mécaniques avec cette magnifique couverture argentée comme ça qui brille de mille feux, qui est hyper bien choisie par rapport à la thématique, puisqu'on va être dans le Paris actuel, dans notre Paris, et on va suivre Alix, qui est étudiante et qui, lors d'une visite de Notre-Dame de Paris, va apercevoir subrepticement une créature ailée, comme ça, mais très rapidement. Et puis une sorte de voile, et elle va apprendre par son grand-père qu'elle fait partie d'une société qui est la gardienne du voile, un voile qui est apparu au XIIIe siècle, il me semble, voilà, et qui coupe en deux notre terre et nous sépare d'un monde assez étrange, peuplé de créatures un peu démoniaques, voilà, l'enfer, le paradis, ce genre de choses, et les gardiens qui gardent ce voile sont des anges mécaniques, et Alix va faire une formation, on va dire, pour devenir un de ces anges mécaniques. Alors en soi, la thématique du voile, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en fantasy, en fantastique, voilà, je vous parle du Paris des Merveilles, voilà, on a un voile, on a deux mondes, l'outre-monde, etc. Les dossiers du voile, d'Adrien Thomas, pareil, et puis même ce roman m'a fait penser aux Arcanes d'Emra, où on passe dans un autre monde, et voilà. En soi, niveau originalité, hein, c'est quelque chose de déjà vu, mais j'ai beaucoup aimé
tout ce qui était la mythologie autour des anges mécaniques et de cet autre monde qui lui n'est pas simplement un monde sur les fées, sur... Alors un monde démoniaque, je vous laisserai découvrir, il y a encore autre chose, c'est pas que des démons, c'est pas l'enfer, c'est quelque chose de particulier, même moi encore je n'ai pas toutes les réponses puisque ce n'est qu'un tome 1, c'est assez introductictif finalement, et j'ai hâte de voir ce que ça peut être par la suite. Ce qui me gênait un peu, c'est Alix qui n'est pas maître de son destin, elle est passive et même elle subit plus qu'autre chose, et au début c'est assez difficile de la voir subir tout ça, et puis enfin elle prend en main son destin et elle arrive à contrôler un petit peu quelque chose, elle arrive à se détacher du lot, et à partir de là, ouais, c'était bien plus agréable de suivre le récit, bien plus agréable de ne pas être ballotté dans tous les sens et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, à l'image d'Alix. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, c'était très addictif aussi, j'étais plongée dedans, j'avais envie de connaître les mystères de cet autre monde, et puis on en apprend beaucoup plus, et Alix est assez particulière aussi comme personnage, elle aura un rôle à jouer, et donc bah écoutez, j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire pour en apprendre un petit peu plus sur les anges mécaniques, sur leurs fabuleux pouvoirs, et sur ce voile qui déchire le monde, et ce monde particulier derrière le voile. On continue avec Polar Vert. Je vous avais présenté la saison 1 qui se basait en Bretagne avec les algues assassines. Cette saison 2 se passe dans les Pyrénées et on va partir sur la réintroduction, repeuplement des ours dans les Pyrénées qui fait... Ouais, voilà, il y a une polémique là-dessus, des ours slovènes qui sont réintroduits dans les Pyrénées, qui attaquent les troupeaux, bref, voilà, il y a toute cette thématique-là. On va suivre Clairvy qui, elle, était dans la saison 1, qui a dû partir de sa Bretagne natale et s'exiler un petit peu, partir sous protection, on va dire. Je ne vais pas vous en dire plus, hein, ce sera à vous de voir si vous avez envie de lire la saison 1 ou pas. Après vous pouvez attaquer directement sur la saison 2 sans problème, c'est juste que vous n'aurez pas l'historique de Clairvy et pourquoi elle s'appelle Claire ici et ce qui s'est passé avant. Il y a des petits indices, on vous en parle vite fait, mais bon, vous n'avez pas tout l'historique. Ici, on va être dans quelque chose de très nature writing quasiment, puisque on commence avec Clairvy qui est en rando avec d'autres personnes de son association de protection de la nature, d'observation de la nature, etc. Et c'est très descriptif. On va longer des sentiers, on va repérer des animaux, faire de l'observation, dormir dans des refuges, etc. Donc si vous voulez, c'est assez lent. C'est quelque chose de contemplatif, voilà. C'est le mot que je cherchais, contemplatif. Et après, il va y avoir une vraie enquête, puisque lors de cette rando, les ados vont assister au meurtre d'une ours et au kidnapping de son petit. Et voilà, il va y avoir une enquête pour savoir qui est impliqué, qui a volé cet ours, qui a tué l'autre. Ça va prendre une telle importance que Clairvy va avoir peur aussi pour sa couverture. Bref, voilà, c'était plutôt complexe, plutôt sympa, mais très lent. Voilà, ne vous attendez pas à quelque chose où ça va exploser dans tous les sens. Oui, il y a des sortes de petites courses-poursuites, il y a des tirs, mais on est dans quelque chose de très simple, où la nature vraiment a toute son importance et où la nature est au centre de l'intrigue. Et voilà, moi j'ai passé un plutôt bon moment, même si, alors je vous dirais pas comme les autres que c'est hyper addictif, non, c'est moins addictif, il y a plus de réflexion, il y a beaucoup de réflexion sur la condition, justement je vous ai dit, des ours dans les Pyrénées. Voilà, on sensibilise. Comme pour la saison 1, on sensibilise à ce problème de société et c'est très bien aussi comme ça. On arrive au bout. Ouais, je suis pas rapide, hein, je suis désolée. Celui-là, je vais pas vous en parler très longtemps. J'ai adoré, comme j'avais adoré le premier tome. Cette saga va finir par une saga coup de cœur, hein, je sens. On est, avec la Maison Chapelier, on est dans la suite du tome 1, même si, limite, c'est une histoire à part. Enfin, on est dans la continuité, puisque dans le premier tome, Cordelia
rechercher son père qui était censé s'être échoué avec son bateau. Voilà, tout le long du tome 1, il y a une autre intrigue principale, mais en fil conducteur, nous avons cette intrigue-là de Cordelia qui recherche son père. Eh bien, nous sommes toujours dans cette intrigue-là. Cordelia continue à chercher son papa. Elle est sûre qu'il n'a pas péri en mer, elle est sûre que il est vivant quelque part, et elle continue à le chercher. Donc là, on est plus à la recherche de son père. Dans le tome 1, on était plutôt sur fabriquer des chapeaux, ce qu'ils savent faire, hein, la maison Chapelier, pour sauver le roi qui était pris de folie, et la princesse. Bref, voilà, il y avait cette histoire-là secondaire. Ici, c'est vraiment l'intrigue du papa. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est bourré de magie, il y a plusieurs familles d'artisans, donc Cordelia fait partie des chapeliers, mais il y a les caniers, il y a les gantiers, les horlogers, etc. Ils sont tous en guerre les uns contre les autres. Cordelia va essayer de réunir ces familles, justement pour combattre un ennemi commun et pour espérer retrouver son père, et c'était génial. J'aime beaucoup cet univers. Il est magique, et puis il est plein de bonnes intentions avec Cordelia, avec ses amis qui sont d'autres artisans. En soi, elle est celle qui va réunir tout le monde, et c'est génial. J'aime beaucoup, beaucoup cet univers, qui est surtout porté par ces personnages. Parce que là, finalement, la magie, on la voit moins. Autant dans le premier tome, voilà, c'était la fabrication de chapeaux, on mettait telle chose, tel accessoire, tel machin, pour faire la joie, la confiance en soi, etc. Là, non, on est moins sur la fabrication des accessoires et plus sur le combat d'un ennemi qui est vraiment très très méchant. Très très méchant. Et qui veut annihiler la magie des artisans. Bref, moi j'adore cette saga et je serai au rendez-vous pour le prochain tome. Mais je sais pas quand il va sortir, puisque celui-là il vient juste de sortir. Donc, et puis bon, remarquez quand même la magnifique, magnifique couverture. J'adore. Faudrait que Marilyn me le customise. Marilyn, si tu passes par là, tu m'avais customisé le premier tome. Celui-là, la tranche est trop blanche. Petit message personnel. Et enfin, oui, ça y est, je vous lâche enfin. J'ai terminé La Forêt des Disparus. C'est très très frais dans ma mémoire puisque je l'ai fini ce matin. Voilà, c'est très frais. Donc j'espère que je vais réussir à poser un petit peu mon avis et vous permettre de comprendre un petit peu mon ressenti. Nous sommes dans une histoire en Corée au XIVe siècle, si je ne me trompe pas. 15e siècle, pardon. Oui, c'est en 1400 quelque chose. Donc c'est au 15e siècle. Et on va suivre Wani. Wani qui est sans nouvelles de son père depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas revu son père. Il était sur une très grosse enquête puisque c'est un enquêteur qui a la particularité, la renommée d'être un excellent enquêteur, de résoudre toutes les enquêtes qu'on lui confie. Et Wani, bien s'inquiète, elle n'a pas vu son père et elle décide de rejoindre l'île de Jeju pour enquêter sur la disparition de son père. La particularité, c'est que l'île de Jeju, c'est son île originelle, c'est là où elle est née, c'est là où elle a vécu avec sa sœur, et sur cette île, il y a encore sa sœur qui, elle, est l'assistante de la chamane du village. Et donc, Wani va être retour aux sources, retour face à ses problèmes familiaux, retour à tout ce qui fait la particularité de ce petit village du temps de la dynastie Ming. Bref, c'était très sympa parce que ça nous sort un petit peu le contexte au présent. On est dans quelque chose d'historique, on est avec des termes que moi je ne connais pas personnellement, tout ce qui est culture coréenne je ne connais pas. Et en fait, on y arrive très facilement dedans parce qu'on utilise des termes, alors sans forcément nous l'expliquer, mais ça participe à créer une ambiance coréenne et à cette époque-là. Bien sûr, moi je ne connaissais pas non plus la Corée au XVe siècle, mais pareil, on se laisse porter par le roman, par le récit, et on comprend.
Après on est sur une enquête assez classique où Wani va commencer à discuter avec un petit peu tout le monde, puisque son père était sur l'enquête des disparus. La forêt des disparus, c'est parce que en fait 13 jeunes filles, entre 11 et 19 ans je crois, ont disparu ces dernières années et elles sont introuvables et son père enquêtait là-dessus. Il y a aussi une histoire personnelle puisque elle-même, Wani et sa sœur, ont aussi disparu dans la forêt quand elles étaient plus jeunes. Et elles ont été retrouvées à côté d'un cadavre, voilà. Donc voilà, il y a tout ce mystère, et Wani va poser des questions, se mettre en danger en posant ces questions, essayer de retrouver ce qui s'est passé pour son père, parce que elle, c'est pas les disparus en fait qui l'intéressent, c'est son père. Donc j'ai passé un bon moment, j'ai eu quelques passages où je me suis ennuyée, parce que finalement le récit est assez longuet à certains moments. À certains autres, ça passait tout seul, parce que clairement, ce livre, je l'ai lu hier, en fait, j'ai lu 300 pages hier. Donc, je vous dis que c'était longuet par moment, mais c'est peut-être aussi parce que je me le suis bouffé d'une traite. Et j'ai passé un bon moment. Oui, il y a des passages un peu longuets parce que à un moment on part dans la forêt et puis il se passe pas grand chose. Et oui, mais bon, sur un livre de 430 pages, écoutez, ça peut arriver. Sinon, tout ce qui est résolution, je l'ai vu venir. Ouais, je l'ai vu venir. On a les réponses que finalement... Alors je dirais pas assez rapidement, mais au bout de 300 pages, ouais, on commence à savoir vers où ça va s'orienter. Et c'est quelque chose d'historique. Voilà, toutes ces disparitions ont une cause et c'est quelque chose d'historique. Donc ça, voilà, c'est pas quelque chose de fantastique, c'est pas quelque chose qu'on vous sort comme ça, pouf, d'un chapeau. Non, c'est quelque chose d'historique et du coup, moi, ça m'a bien plu parce que on reste dans l'histoire et on approfondit un petit peu ses connaissances sur cette Corée du 15e siècle, ce que je ne connaissais absolument pas. Donc élargir ses horizons, découvrir une nouvelle culture, et moi je dis bingo. Allez, je vais vous laisser, parce que là, on a dépassé les 30 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous ai quand même présenté 9 romans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.